La dernière fois, nous avions parlé du commencement du long déclin que va subir l'Empire ottoman durant les prochains siècles, c'est-à-dire entre la fin du XVIe jusqu'à 1923 avec sa dissolution, il me semble. Aujourd'hui, on va plonger en plein dans le déclin. L'Empire est dans la mouise, malgré quelques sursauts. Alors justement, quel est ce dernier sursaut? Enfin, l'un des derniers si on veut être précis. Donc, entre 1656 et 1703, la période qui va précéder la période du sultanat des femmes, le pouvoir des grands vizirs de la famille Köprülü va s'accentuer peu à peu. Cette famille aristocratique ottomane, issue de la noblesse turque, va obtenir peu à peu, durant cette période, énormément d'influence sur les sultans et vont remplacer en quelque sorte les mères et femmes du harem pour la lutte d'influence, pour le contrôle du trône ottoman. Pour cela, également pour maintenir leur pouvoir et se donner une bonne image, ils vont entamer des réformes de l'armée, de l'administration, et réduisent à néant le pouvoir des femmes sultans. Mais cela se fait au détriment du pouvoir des sultans justement, qui deviennent de plus en plus des marionnettes au service et au bon vouloir des grands vizirs. Le désir de gloire de cette famille va également les pousser à redorer le blason de l'armée ottomane, et donc en cela de l'Empire. Par exemple, ils vont restaurer le pouvoir en Transylvanie, une région qui commençait à être perdue par l'Empire ottoman. La Crète va être complètement conquise en 1669. La Podolie, en Ukraine actuelle, va être arrachée aux Polonais en 1676. Bref, on a une nouvelle période d'extension de l'Empire qui fait assez peur en Europe. Le nouveau vizir de cette famille Köprülü, Kara Mustafa, décide même de retenter une guerre contre l'Autriche en renouvelant cette idée d'aller prendre Vienne, et ainsi, en 1664, il ne renouvelle pas la paix de Vasvar, signée quelques années précédemment, qui garantissait la paix entre les deux États. En 1683, Vienne est assiégée par les troupes de Kara Mustafa, mais est sauvée in extremis par l'intervention des Polonais. C'est le fameux deuxième grand siège de Vienne qui a inspiré la charge du Rohan au Pélénor dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, à ce moment-là, Kara Mustafa va être assassiné sur l'ordre du sultan Mehmed IV par les janissaires. Car Kara Mustafa commençait de plus en plus à se prendre pour le sultan, et encore, lorsqu'il rencontrait des succès, ça allait. Mais maintenant qu'il s'est fait défaire, il ne sert plus à rien. Et donc, en même temps que le pouvoir des Köprülü s'effondre à la Sublime Porte, la Sainte Ligue, formée contre l'Empire ottoman, parvient à battre les armées de l'Empire et à leur imposer la paix de Karlowitz en 1699. La Hongrie est perdue, l'Empire est ruiné, asphyxié militairement. Bref, ce dernier grand sursaut dû à la famille de vizirs Köprülü est terminé. Et alors, le long déclin va réellement commencer. Alors, à cette époque, l'Empire va commencer à être asphyxié. Une période de stagnation qui va faire perdre à la Sublime Porte ses dernières dorures. Tout d'abord, cela va commencer par la régence d'Alger et l'Égypte,
qui vont devenir de plus en plus indépendantes du pouvoir central. En 1718, l'Empire perd à nouveau une guerre face à l'Autriche qui lui fait perdre ses derniers territoires en Hongrie et qui se fait également humilier lors du traité de paix. L'Ukraine et la Crimée sont perdues beaucoup plus tard, à la fin du siècle, face à l'Empire russe de Catherine II en 1782. Durant toute cette période, que l'on va appeler l'ère des tulipes, Ahmed III, nouveau sultan, va tenter de réformer son empire alors en totale déliquescence. La pression fiscale va baisser, l'image de l'empire va être redorée sur la scène internationale, des manufactures sont ouvertes, un début d'industrie, l'armée est modernisée grâce à des conseillers européens. Mais un problème va très vite se poser, les janissaires. Menés par un certain Patronat Halil, ils vont s'insurger contre le sultan, n'ayant pas voulu suivre leurs si pertinents conseils pour réformer l'armée. Même si la révolte est assez facilement matée par Ahmed III, il est malgré tout obligé de se retirer en 1730. En 1731, un autre problème va se poser pour le nouveau sultan. Après Ahmed III, ce sont les Russes et les Perses qui cette fois menacent l'Empire. Sous des prétextes ethniques, les Russes veulent s'emparer du Caucase, prétextant que les Cosaques qui étaient présents en Ukraine, donc maintenant sous domination russe, étaient à la base présents dans le Caucase, et donc ces terres reviennent de droit aux Cosaques, et donc de ce fait à l'Empire russe. Le rapprochement est somme toute assez douteux. Et c'est pour ça que ça ne plaît absolument pas à l'Empire ottoman, qui pointe toutes ces contradictions et ne veut pas encore se faire piquer des territoires. Malheureusement, après de nouvelles défaites, la Sublime Porte plie. Elle perd la Bessarabie face aux Russes. Puis, c'est les Perses qui attaquent cette fois, en coordination avec leur alliance russe. Ils conquièrent Bagdad et échangent finalement ces terres contre l'Arménie et la Géorgie. Un traité entre la Perse et la Russie est même signé dans le même temps, garantissant l'alliance entre ces deux États. Bref, malgré les efforts de réforme d'Ahmed III, de nouvelles guerres et surtout les janissaires, restés dans leur immobilisme, bloquent toute réforme. Après cela, un autre sultan va tenter des réformes. C'est Sélim III. Sélim monte sur le trône en 1789. Année que l'on connaît assez bien en France pour toute sa symbolique, et son objectif est donc de sécuriser les frontières de l'Empire. Pour cela, il a besoin forcément de renforcer et de réformer son armée. Ainsi, le pouvoir des conseillers militaires français est accentué. Ils permettent de moderniser l'équipement et l'usage des armes dans l'armée ottomane. Ils renforcent également la défense des détroits et permettent de repousser même une invasion anglaise des Dardanelles en 1807. On voit également la création de nouvelles unités appelées Nizam-i-Jedid, soldats d'élite équipés et entraînés à l'européenne. Mais, encore une fois, les janissaires vont taper du poing sur la table, car toutes ces réformes et la création de cette nouvelle unité d'élite met en péril leur pouvoir et leur prestige et leurs privilèges. S'alliant aux oulémas, les chefs religieux, et aux gouverneurs de province, ils se révoltent contre Sélim et le déposent en 1807, pour le remplacer par Mustapha IV, qui ne va pas faire long feu étant donné qu'il est simplement incompétent. Puis ensuite, ils vont le remplacer par Mahmoud II. Maintenant que nous avons parlé de ce nouveau, disons, coup d'éclat des janissaires, il serait intéressant de s'intéresser à eux.
Je l'avais déjà dit lors de la précédente vidéo, mais ce ne sont plus des esclaves. Ils sont recrutés parmi toute la population de l'Empire et représentent maintenant une véritable aristocratie. Ils bloquent les réformes, se comportent en aristocrates soucieux de leurs privilèges. Ils n'hésitent pas à tuer des sultans et également à se rebeller contre eux. Et au final, tous ces blocages aux réformes voulus par les janissaires, qui s'observera à peu près de la même manière en France par exemple, avec le blocage de réformes sous Louis XVI par les nobles et grands du royaume, eh bien il se passe exactement la même chose dans l'Empire ottoman. Et cela empêche la régénération de l'Empire voulue par ces sultans. Et également, ils prennent de plus en plus de place dans le pouvoir ottoman. Et finalement, pour ces trop nombreuses ingérences, l'ordre va être dissous en 1826. Et justement, parlons de celui qui va dissoudre l'ordre, Mahmoud II, successeur donc de Mustapha IV. Il est le nouveau grand sultan et calife ottoman, et c'est un nouveau grand réformateur. Mais comment va-t-il se débarrasser des janissaires que l'on avait vus si influents et si aptes à s'opposer au pouvoir du sultan? Tout d'abord, il va les amadouer pour se défaire des gouverneurs et des oulémas qui avaient déposé le précédent sultan. Puis ensuite, alors que les janissaires sont tout confiants du nouveau pantin qu'ils pensent avoir mis sur le trône, Mahmoud les fait tous massacrer dans leur baraquement à Constantinople. L'ordre règne dans la capitale. Alors, débarrassés de ce fardeau, les troupes deviennent de plus en plus modernes. Mais un problème va se poser. Les guerres face aux Russes en 1828 et 1829. Et la guerre d'indépendance grecque, qui ne va pas laisser le temps à Mahmoud de ses ambitions de moderniser l'armée. L'Empire est encore humilié par un nouveau traité de paix, celui d'Andrinople en 1829 face aux Russes. Et au final, son règne sera surtout marqué par la création d'universités. Lui qui se voulait grand réformateur de l'armée. Bref, que peut-on retenir de toute cette période que nous avons un peu balayée? Eh bien, malgré les tentatives des différents sultans de régénérer et de moderniser l'Empire, son isolement face aux grandes puissances, les guerres qui vont s'en suivre à cause de cela, les rébellions et instabilités, l'incompétence de certains sultans, ne font qu'enfoncer la sublime porte dans le déclin. L'Empire n'arrive pas à se moderniser, et malgré la bonne volonté des sultans, à chaque fois il y a toujours un État ennemi pour mettre à bas toutes les réformes et tous les efforts des sultans. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu suivre attentivement, car c'est sûr que cette période est un peu difficile à suivre entre instabilité, coup d'État, guerre, etc., etc. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez encore appris beaucoup de choses sur toute cette période de l'Empire ottoman qui, je pense, est assez méconnue. J'espère que vous serez au rendez-vous et je vous dis à la prochaine pour une dernière vidéo sur la modernisation de l'Empire.